Ça y est, en direct. Bonsoir, bienvenue sur la chaîne YouTube de Vers de Terre Production. Ravie de vous accueillir pour ce webinaire, donc avec Robin Evrard, qui fait partie de nos formateurs sur différents modules et notamment sur la formation viticulture grandeur nature, où il reste quelques places avec des inscriptions qui se clôturent à la fin de la semaine. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés, il reste quelques jours, vous pouvez encore revenir vers moi. Voilà, le programme est sur notre site. Robin fait partie des intervenants parmi tant d'autres. Il y a différents sujets qui sont abordés, agronomique, physiologie de la plante, vinification. Voilà, donc je serais ravie d'échanger avec vous à ce sujet. Le webinaire va se dérouler sur à peu près 1 heure et demie. Donc, Robin, j'ai de décrypter un petit peu ce que c'est une vigne agroécologique et voilà, présenter tout ce qu'il a mis en place, lui, sur ce parcelle. Et la dernière demi-heure, on la réserve aux questions, mais vous pouvez, dès que vous voulez, les mettre dans le chat. Et ensuite, moi, je les prends au fur et à mesure et puis on les traitera sur la dernière demi-heure. Voilà, Robin, je vais te laisser la parole et je vous souhaite un bon webinaire. Yes, bonjour à tous. Merci Mélodie, merci Vers de Terre Production pour l'invitation. On a 1 heure et demie ensemble. Et l'idée, alors je vais me présenter un peu rapidement derrière, mais c'est de vous apporter un témoignage sur effectivement la vision d'une vigne agroécologique. Et l'idée, c'est de pas tant se baser sur un regard théorique, mais c'est un regard pratique. Donc voilà, c'est les retours d'expérience que je peux avoir moi sur les vignes sur lesquelles je travaille. Je vais vous présenter ça un petit peu. Et qui sera agrémenté soit dans les photos, soit dans les commentaires, les discussions de choses que je peux voir ailleurs. Donc effectivement, j'interviens sur différents sujets. Et ce qui est assez chouette sur ce dont parlait Mélodie, là, sur le viticulture grandeur nature, bah, c'est cette idée d'une approche globale, totale, de considérer les différents éléments des itinéraires techniques. Tac, tac, tac. Alors, pour partager, c'est là. C'est en Ouais, train de se lancer. c'est en C'est train de bon, se- Mélodie, tu, C'est bon. ça apparaît à l'écran. Donc voilà, cette idée d'agroécologie pour les vignerons. La boîte à outils des végétaux. Donc effectivement, c'est de se dire, pour moi, c'est quelque chose de global et ce n'est pas, j'y reviendrai, hein, mais c'est pas qu'une question de technique. Ce n'est pas une accumulation de techniques. C'est pas la question d'une technique miracle qui fera dire, je fais de Bonsoir, l'agroécologie. bienvenue sur la chaîne. Pour moi, ouais. Et donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de global. Donc, pour me présenter un peu plus, donc Robin, moi, bon, je suis basé dans le 44, en Loire-Atlantique, après un passif passé d'agronome et de conseil technique dans le monde des grandes cultures, du légume de plein champ dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà, première vie, donc assez loin de la vigne, mais que j'ai quitté pour m'intéresser à ça, m'installer comme vigneron et cultiver de la vigne, faire du vin. Voilà, je suis tombé un peu en passion sur ce sujet-là. Et j'ai toujours gardé un pied un petit peu dans l'expérimentation, dans le conseil, en tout cas dans l'idée de chercher à faire toujours un peu mieux sur les pratiques. Euh, une base d'agriculture biologique, certes, mais pouvoir faire un petit peu mieux. J'ai eu la chance, donc j'ai fait un petit tour de France, j'ai bossé 4 ans et viticole plutôt dans le sud-est, sud-ouest de la France. Et je me suis finalement installé sur Nantes et dans le vignoble nantais. Et j'ai rencontré donc un gars qui s'appelle Vincent, qui gère une boîte qui s'appelle Ecodine, que certains connaissent peut-être pour être un fabricant de matériel agricole pour la biodynamie, pour l'agriculture régénérative. Donc voilà, vraiment des fabricants de matériel et qui, quand on s'est rencontrés la première fois, m'a dit je viens d'acheter des vignes si tu veux. Vu ton projet a l'air chouette, si tu veux, je te les loue. On a fait une année comme ça, c'était en 2020, et finalement, on a progressé, on a monté un domaine ensemble, plus qu'un domaine, une petite ferme viticole, hein, enfin agricole même, parce qu'aujourd'hui, je suis sur une trentaine d'hectares. Alors, il y a 4 hectares de vignes, le reste étant régénération, on va dire, c'est des anciennes friches de vignes que j'ai récupérées et que j'essaie de relancer. Un peu de culture céréalière, voilà, j'ai une quinzaine d'hectares de céréales, un peu de pâture, pour pouvoir tester. Moi, l'idée, c'est vraiment ça, d'avancer sur ce double volet de
vigneron producteur. Voilà, j'ai 4 hectares de vignes, j'ai de quoi m'occuper toute l'année. J'en transforme une grande partie en vin que j'essaie de vendre. Donc voilà, pouvoir pousser le bouchon jusqu'au bout. Aussi sur les céréales, et ben, pour pouvoir ouais, faire l'expérience de ce qu'on raconte sur ces questions d'agriculture agroécologique, régénérative, peu importe le terme. C'est l'idée en tout cas de pouvoir faire mieux. Donc voilà, je vous ai dit, fait une petite ferme avec des vignes, donc c'est dans le Muscadet, hein, si vous aviez fait le lien, Nantes, c'est le vignoble du Muscadet, je suis en plein cœur, sur la commune du Loroux-Botreau, 4 hectares de vignes, quasiment d'un seul tenant, avec des cépages blancs et rouges classiques du coin, donc majoritairement du melon de Bourgogne, de la folle blanche, un petit peu de Guinguette, Cabernet, et récupéré en l'état. Moi, c'est des vignes qui ont entre 30 et 40 ans selon les parcelles, un passif de 35 ans de désherbage total, tout ce qui se fait de plus classique dans le coin, ce qui se faisait en tout cas de plus classique. Donc voilà, des parcelles relativement abîmées, ce qui va quand même impacter une partie de ce que je vais vous raconter derrière, sur les résultats que je peux voir ou ne pas voir. Mais je vais vous raconter un petit peu tout ça. Donc des vignes plantées à 1,50 m, voilà un peu le contexte, 1,50 m, du travail à l'enjambeur pour la plupart du boulot. Euh, et voilà, ça fait un petit terrain de jeu sympathique pour faire tout ça. Et donc voilà, je vous ai mis Ecodine et Pont Marmite, c'est le domaine qu'on a monté, c'est le vin que je commercialise. Donc pour pouvoir aller jusqu'au bout, et donc de coup 2020, hein, c'était le premier millésime. Donc c'était le sixième cette année, on a fini vraiment, j'ai une dizaine de jours. Et clairement, moi, sur ce que je fais chez Ecodine, c'est cette idée d'approche agronomique, de pousser une approche agronomique, et comme on disait un petit peu au-delà de l'agriculture régénérative, agroécologique, biodynamique, qui est quand même une grosse partie de l'activité. C'est vraiment une approche qui se veut de porter, de miser sur la fertilité du sol et la santé de la plante. Et donc, comme je vous disais, à la fois de pouvoir expérimenter ces choses-là et de les diffuser. Alors, les diffuser avec des formats comme aujourd'hui, avec des formats de formation, des formats d'accompagnement, tous les formats qui permettent de porter un petit peu ces approches-là. Je fais aussi ce petit clin d'œil-là parce que ça a compté sur ces dernières années. Je suis lauréat d'une bourse d'un réseau qui s'appelle le réseau Neufil International. Voilà, il y a 2, 3, 4 boursiers par an en France, mais c'est quasiment une centaine de boursiers dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 2 ans, j'ai eu des financements pour aller me promener dans d'autres coins du monde. J'allais dire de France, oui, aussi un peu de France, mais du monde. Je vous ai remis le sujet parce qu'on est en plein dedans, de se dire la viticulture régénérative sur une entrée d'itinéraire technique. Voilà, comment les itinéraires techniques peuvent s'adapter pour faire progresser. Et donc, ça m'a permis d'aller en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis et dans différents pays d'Europe et d'échanger aussi. Ça ouvre aussi tout un réseau avec des Australiens et des Sud-Africains. Donc voilà, c'est toujours quelque chose qui est en cours. Il y a moi, un rapport qui sortira, qui sera diffusé, qui permettra de raconter encore plus tout ce que j'ai pu voir, de le partager, c'est toujours cette idée de le diffuser. Euh, je vais quasiment pas parler de théorie, mais je suis obligé de le poser pour vous justifier, pour vous illustrer ce que je vais vous raconter, pour qu'on soit bien d'accord sur ce que je veux faire. De se dire, je veux beaucoup parler de sol, parce que on parle beaucoup de sol dans toutes ces approches-là, dans toutes ces formations-là, dans tous ces organismes-là. Mais in fine, moi, mon objectif numéro un, il reste la qualité de la production. C'est ce qui a fondé la biodynamie il y a un siècle. C'est ce qui continue aujourd'hui pour moi d'alimenter toutes ces démarches vertueuses d'agriculture, je vous dis, agroécologique. C'est in fine ce qui m'intéresse, faire le meilleur raisin du monde pour faire le meilleur vin du monde. Le sol, pour moi, n'est que le corollaire de tout ça, même s'il est à la base, mais c'est bien comme ça que j'y arrive. Donc, c'est l'idée de qualité de production qui passe par une plante en santé et par un sol dont on augmente la fertilité. Je l'ai un peu suggéré avant, mais j'y tiens vraiment parce que il peut y avoir vite des confusions. Je vais vous parler de techniques que j'expérimente, que je teste, que je valide ou que je ne valide pas. Donc, je vais vous parler de micro-organismes appliqués sur le sol, de thé de compost, de fissuration du sol. Je vais vous parler de tout ça, mais pour moi, tout ça n'est qu'une affaire de technique et sur lequel je ne vais pas m'arrêter. Pour moi, la question de l'agroécologie, de la régénération, elle est une question vraiment de posture globale et de se dire, je veux par tous les moyens construire un sol fertile pour remonter le cercle vertueux que je vous ai posé avant.
Pour ça, ça veut dire parfois avancer dans le brouillard avec des hypothèses, voilà, de se dire, et si ça marchait comme ça, donc, et tout le but, c'est de venir confirmer ensuite ces hypothèses-là. Donc là, de toute façon, sur ce webinaire-là, il y a assez peu d'échanges, même si vous pourrez poser des questions à la fin. Mais ce que je vous demande au moins pour suivre un peu mon déroulé, c'est de dire, il y a des choses que je pose presque comme des faits, mais qui pour moi sont des hypothèses, qui me permettent de le traduire en concept, en technique derrière, c'est bien ce qui m'intéresse, pour pouvoir ensuite les valider, alors les valider ou non, sur le terrain. En tout cas, c'est la démarche que je vous propose. Et dans ces quelques postulats de départ-là, clairement, ça va nous inviter à repenser la question de la nutrition des plantes. Et ce premier postulat que je vous propose et qu'on va suivre, c'est de dire ce sont les plantes qui construisent les sols fertiles. Je vous dis ça parce que souvent la posture en agriculture, en agronomie, en agriculture biologique, c'est de se dire construisons le sol avec nos gros moyens, avec nos outils, avec nos apports, et ensuite la plante en profitera. Moi, ce que je vous propose, c'est de le prendre par un autre biais, c'est de se dire ce sont les plantes qui construisent les sols, et c'est ces processus biologiques-là qu'on va essayer d'amplifier le plus possible. Je vous ai remis en petite italique parce que j'aime bien cette expression, elle est assez imagée, mais elle traduit bien ce que j'essaie de faire, de se dire, tout notre boulot d'agriculteur, il doit être de transformer l'air en sol. C'est ce que fait la plante et c'est ce sur quoi on doit l'accompagner. L'idée, c'est pas de faire à sa place, c'est de l'accompagner là-dedans. Et pour ça, c'est assez simple. Il n'y a pas besoin de passer 2 heures là-dessus, de se dire il y a deux processus majeurs, sont la photosynthèse et l'interaction entre la plante et les microbes. Cette idée d'un peu d'un continuum entre le sol et la plante, on ne sait pas bien où ça s'arrête. Pour moi, le sol n'est pas déconnecté de la plante n'est pas déconnectée du sol. C'est bien cet ensemble qu'on veut considérer. Ça veut dire que quand je vais parler de technique derrière, quand je vais parler d'itinéraire technique, pour moi, la moindre intervention, elle doit permettre d'augmenter, d'amplifier, de stimuler ces deux processus-là. Si on est à côté, si on ne répond pas à ça, c'est qu'on se trompe quelque part, c'est qu'on fait fausse route et surtout qu'on perturbe ces processus-là. Donc, une fois qu'on a posé ces concepts, je dis, l'idée, c'est de le traduire en technique et c'est ce que je vais essayer, donc en technique, en pratique, en outils. Alors, quand je dis outils, c'est aussi bien des outils mécaniques que des produits ou d'autres choses. C'est tout ce dont je vais vous parler, mais que je vais dérouler ensuite. Donc clairement, si je parle de plantes qui construisent des sols fertiles, ça veut dire qu'on va se poser comme pivot presque du système la question de la couverture végétale des sols. Euh, je vous remontre ça parce que c'est dans mon coin, là c'est la vigne d'un voisin, l'itinéraire moi, en bio classique dans le coin, voilà, c'est aucune herbe du 15 mars jusqu'au vendange. Donc ça veut dire beaucoup de passages, beaucoup d'interventions, beaucoup de perturbations de tout cet écosystème sol-plan dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Et donc l'idée, ça va être de réfléchir, et moi tout mon boulot et tout ce que je vais présenter ce soir, c'est de dire comment on réfléchit pour intégrer la couverture végétale. Donc là encore, je réinsiste, et c'est pas qu'une question de posture philosophique, pour moi c'est une vraie posture technique, c'est de se dire, il s'agit pas de savoir est-ce que c'est pertinent ou pas de mettre de l'herbe, ça va être plutôt de se dire comment je réussis à mettre de l'herbe verte, de l'herbe en croissance, le plus longtemps possible, le plus intense possible dans mon système. Donc ça paraît une petite nuance, mais pour moi c'est le cœur de l'affaire. Donc voilà, ce que je disais juste avant, la question n'est plus est-ce que c'est possible, est-ce que c'est faisable de mettre de l'herbe, mais bien comment est-ce qu'on le rend possible. Voilà, ça c'est une petite parcelle de chez moi, ça doit être en 2022 ça, dans une parcelle de feuilles blanches, de se dire je veux de la biomasse, je veux le plus de biomasse possible. Alors bien sûr, tout ça est un peu biaisé. Là, c'est une photo pendant l'hiver, sortie d'hiver. Donc, vous voyez, ça n'a pas encore sorti. Donc, gérer de l'herbe en contre-temps, en contre-saison de la vigne, on sait à peu près faire. Et moi, l'idée, c'est comment on peut chercher à amplifier un petit peu tout ça. Donc, c'est ce que je vais vous raconter. Mais quand on se pose cette question-là d'intégrer de l'herbe, pour moi, c'est qu'on doit dépasser, on va aller au-delà de juste j'intègre de l'herbe. Pour moi, ça veut dire intégrer la couverture végétale des salles comme une culture à part entière. Je vous dis, c'est un peu biaisé par mon histoire, où je viens du monde de la grande culture. Pour moi, la couverture végétale doit devenir le plus possible le fourrage pour notre vie microbienne du sol. Donc c'est pour ça qu'il faut l'intégrer en tant que tel. Donc il y a plein de mots-clés ou un peu d'expressions que j'utilise, moi, de se dire c'est une façon de sortir de la monoculture, voilà, de se dire on ne cultive plus que seulement de la vigne, mais aussi de la vigne et ses plantes de compagne pour nourrir le système.
Mais tout ça, ça veut dire d'apprendre à cultiver de l'herbe. Une grosse partie, moi, de mon boulot, notamment pendant ma bourse d'études, là, c'était aussi d'aller voir d'autres gens qui savent cultiver l'herbe, d'aller voir des éleveurs, tous ces gens-là, pour dire, vous savez mieux que quiconque comment on gère de l'herbe, comment on gère de la prairie, qui fait un sol fertile. Discutons ensemble pour comment on arrive à faire tout ça. Et donc, ça veut dire construire des itinéraires techniques adaptés pour cultiver, dans ce que je disais, dans le choix des espèces, la préparation du sol, les techniques d'implantation, la question de la nutrition, de la fertilisation qui va être rebattue un petit peu en brèche. Et tout ça à la place dans l'espace-temps, donc ce que je supposais avant, hein, c'est de se dire comment on le synchronise dans le temps, parce que certes, je veux rentrer une deuxième culture qui est la culture de l'herbe, mais ma culture race principale, qu'on soit d'accord, reste du raisin, ça reste de faire du rendement sur mon raisin, en quantité, en qualité, pour que mon système tourne. Voilà, les derniers éléments que je voulais poser pour poser le débat, c'est de dire aussi penser, quand on va parler de fertilité du sol, de carbone du sol, de matière organique, c'est vraiment cette idée de penser en dynamique, de se dire comment on passe de la situation de gauche à la situation de droite, d'un sol fermé, compacté, peu propice à la vie, à un système beaucoup plus accueillant pour les processus biologiques dont je parlais juste avant. Et j'aime bien, c'est ma déformation en tant que vigneron, mais vu que c'est le public ce soir, on devrait se comprendre. L'idée pour moi, tout ça n'est qu'un vaste processus fermentaire, et j'aime bien mettre en relation cette photo-là avec celle-ci, de se dire, en fait, c'est la biologie, c'est les processus qui vont construire le sol fertile dont j'ai besoin. Donc cette idée de processus fermentaire, je vous le montre, j'aimerais bien leur faire passer cette idée d'un sol qui gonfle, d'aération qui se fait, de structure qui se fait et de transformation de matière à l'intérieur qui rendent quelque chose d'une matière brute, quelque chose de meilleur. Et si on se pose, et si volontairement je pose de manière un peu caricaturale ce volet de processus fermentaire, ça veut dire qu'il va se falloir se poser la question des bonnes conditions. Vous êtes pour beaucoup encore tous en vinif. On sait qu'il y a des situations dans lesquelles c'est plus facile de vinifier que d'autres. Donc pour moi, il faut se poser ces mêmes questions-là sur le sol, et c'est ce qui va guider aussi un petit peu mes choix. Le dernier point que je voulais voir, c'était de dire, quand on va parler d'itinéraire technique, vous allez voir que je vais rebrosser un peu, du coup je vais re-questionner toutes les étapes de l'itinéraire. Euh, Parce que dans ma logique que je vous raconte juste avant, de processus biologique à accompagner et pas aller contre, dans cette idée d'accompagnement d'un processus fermentaire, le fait est que la plupart de nos pratiques agricoles, elles sont là pour booster le système. Voilà, on veut que ça pousse par tous les moyens, on veut que ça pousse avec les quelques moyens de rattrapage qu'on peut avoir. Parfois, en caricaturant, je dis souvent, on a l'accélérateur et puis on a le freinage d'urgence. Faut pas oublier que tous ces processus biologiques-là, ils sont faits de multiples régulations très fines qu'on est quasiment incapable de faire à l'échelle agricole et dont il faudrait pouvoir s'inspirer pour intégrer ça dans les pratiques. Voilà ce que je vais vous raconter. Le dernier point, et parce que ça fait la transition, c'est de dire le pivot au milieu de tout ça, c'est l'humus fertile des sols. Et donc, tous ces processus dont je vous raconte, la photosynthèse, l'interaction entre les plantes et les microbes, doivent concourir à créer de l'humus fertile dans les sols. Pas que l'humus, je rajoute volontairement humus fertile dans les sols, parce que c'est cet humus-là qui peut être créé par le processus accompagné par les plantes. Voilà. Il ne s'agit pas juste de mettre du carbone ou de la matière organique dans les sols, il s'agit de mettre en place une matière organique fertile, structurée, humide, riche en nutriments qui va permettre d'alimenter in fine la plante. Donc voilà, on se lance. Maintenant, je vais vous parler de ce que je mets en pratique. Mais en tout cas, le manière de le résumer, c'est de dire, pour moi, cette approche-là de vigne agroécologique, de vigne régénérative, tout ce que vous voulez, elle est en trois temps. Elle peut se scinder en trois temps. euh, qui permet d'organiser, hein, tout simplement, des fois de faire des choix, parce que le problème quand on se lance dans ce sujet-là, c'est de dire, bon bah ok, je veux amplifier la photosynthèse et l'interaction avec les microbes, 20, 25, 30 techniques que je peux mettre en place, comment je choisis, dans quel ordre je le mets. Donc pour moi, il y a une vraie question là-dessus d'un diagnostic de départ et de bâtir une stratégie étape par étape pour arriver. Voilà, je pense que le cap, le rêve dans tous ces processus-là de vie agroécologique, c'est cette idée d'une vigne auto-fertile. Voilà, de se dire, je taille, je ramasse. C'est bien, ça serait, si on arrive à faire ça, ça serait un petit peu le Graal. L'idée, en tout cas, c'est de se rapprocher. C'est ce que je vais essayer de vous proposer dans ces trois temps. Donc, dans cette idée de créer les conditions. Je garde mon idée de fermentation. On crée les conditions de départ pour que la fermentation se lance.
on l'alimente, voilà. Il n'y a pas de miracle. Les microbes, si on veut qu'ils bossent, il faut qu'ils soient nourris. Donc on peut se reposer cette question-là. Et je vous dis, je garde quand même en tête que l'objectif final, c'est de faire pousser ma vigne, qui produise du raisin et que je puisse le ramasser. Donc il peut y avoir certaines techniques, certains outils dont on va discuter qui peuvent permettre d'accompagner la plante dans cette construction du système, qui permettent de le piloter, voilà, de cette idée de synchroniser un petit peu tout ça. Voilà un petit peu. Donc on démarre. Donc c'est un peu ces trois temps que je vais vous dérouler maintenant à grand renfort de photos, de quelques mots, de commentaires euh, pour se repérer. Euh, dans créer les conditions, il y a cette idée de remettre de l'air. La condition numéro un, tous ces processus-là de formation de sol et d'alimentation, de fertilité, de santé, je ne rentre pas dans le détail, ils ont besoin, la condition sine qua non, ils ont besoin d'oxygène. Alors, quand je dis ils ont besoin d'oxygène, bah là, il y a plein d'intervenants qu'il y a dans VGN ou qu'on retrouve dans dans les vidéos qui mettent bien l'accent là-dessus. On est bien sur cette idée d'une oxygénation et pas une oxydation. Je nuance les deux. Pareil pour des gens qui font du vin. On sait ça à la fois pour la fermentation, mais surtout pour tous les processus d'élevage et d'évolution derrière. On sait qu'il faut une alimentation continue, fine, en oxygène. C'est ce qu'il faut essayer de chercher dans le sol pour favoriser tout simplement la prospection racinaire et les processus biologiques. Là, la photo que je vous propose, c'est une photo de chez moi sur les vignes que je récupère, parce que c'est ça la réalité, hein. 35 ans de désherbage total, zéro apport organique, fertilisation minérale seule. Donc voilà, ça fait des sols sur des, j'ai pas précisé, moi c'est des limons sableux globalement assez fragiles. C'est sur le massif armoricain, donc c'est des pH assez acides. Donc c'est des sols qui se prennent assez vite en masse, d'autant plus avec les passages d'outils. Donc voilà, ça fait des structures comme ça, très fragmentaires, très anguleuses, dans lesquelles les racines de l'herbe et de la vigne ont bien du mal à aller se mettre. Donc la question se pose de se dire qu'est-ce que je dois faire quand je suis face à ça? Est-ce que en remettant de la biologie, ça va permettre de récupérer les structures? Si oui, à quelle vitesse? Ou est-ce que je dois me poser la question de la reconstruction, d'intervention mécanique pour accélérer le système? Donc hein, je le replace dans ce que je disais avant, cette idée de d'accompagner, de stimuler, d'amplifier le processus biologique. Voilà, alors la photo, alors là, c'est la photo de chez mon voisin dans les faits. Mais c'est ce à quoi ressemblaient les vignes que je récupérais. Un peu d'herbe au milieu sur le passage de roue. Et puis sinon, bah, des mousses, des cailloux, des sarments non décomposés qu'on pourrait remonter sur plusieurs générations. Euh, et ça fait des conditions assez peu favorables à tout ce que je vous raconte. Donc ça, c'est ce dont j'hérite. Et donc, du coup, bah, le corollaire un peu de tout ça, c'est pas propre à chez moi. Euh, mais cette idée de racines, des sols compactés, de la nutrition sous perfusion, bah, ça fait que de la racine superficielle. Là, vous voyez un petit peu où ça peut être. Ce qui complique beaucoup de choses quand on veut essayer de remettre de la biologie, quand on veut essayer de redonner de la place à la vigne parce que l'intervention mécanique est compliquée. Voilà, vous voyez, là, on est je sais pas, 5 centimètres, je pense, entre 5 et 10 centimètres, on est là-dedans. Donc, le moins de travail du sol pour remettre de l'air serait compliqué. Est compliqué, c'est pas serait compliqué, je vous confirme qu'il l'est. Et pourtant, moi, toutes les vignes et 4 hectares que j'ai, c'est que là-dessus. J'aurai des projets de plantation prochainement, mais pour l'instant, c'est ça que je récupère. Donc, comment je peux remettre de l'air là-dedans? Là-dessus, Hop, Robin, excuse-moi, il y avait du coup un... je vais je vais couper ma vidéo en même temps, parce que sinon, ça. Ouais, euh, c'était du coup pas de labour, glyphosate hein, sur cette parcelle, c'est ça? Ah bah, bah, c'est même pas de la bourre, c'est pas de travail du sol. Voilà, c'est Pas de bah, travail du sol, mais glypho. glypho. Ok. Glypho, bah, sauf là sur quand on voit la parcelle. Alors, moi dans les faits, c'était glypho total, il n'y avait même pas la petite bande du milieu. Mais quand on voit là, c'est vraiment la parcelle attenante. On ne fait pas de glypho juste sur le rang de passage de l'enjambeur. Et sinon, uniquement glypho et fertilisation minérale. Ok, je te Voilà remercie. un peu le schéma. Donc la question se pose, donc c'est là où mon partenariat avec Odin rentre en jeu, de se dire, on a développé il y a quelques années un outil de fissuration, alors non pas de décompaction, mais de fissuration, donc d'aération du sous-sol, d'ameublir le sous-sol à 15, à 20, à 25 cm. Il a été conçu pour de la grande culture. Donc l'idée, c'était de l'adapter, bah, de se dire, la viticulture
également, voire plus de problèmes de compaction que les autres. Donc, on va se poser cette question-là. Donc, il y a un outil qui a été développé. Là, sur un tracteur qui n'est pas chez moi. Mais cette idée, quand je dis de fissuration, c'est bien cette idée, je vais intervenir, mais je vais essayer d'intervenir le plus possible en lien avec les processus biologiques. Donc, là-dessus, tout compte. Je suis pas là pour présenter l'outil en détail, mais c'est de se dire la forme de la dent compte, l'idée d'un disque à l'avant pour ouvrir, pour passer dans une couverture végétale compte. Et la petite cuve qui est dessus, que vous voyez sans doute, qui permet de venir pulvériser des micro-organismes pendant le travail. Donc dans cette idée de pulvériser des micro-organismes au plus près du travail pour limiter l'oxydation et relancer les processus de construction du sol, de stabilisation du sol rapidement derrière. Donc voilà, vous le voyez un petit peu en détail, la descente derrière, le disque à l'avant, la dent. Donc très bien, c'est assez performant, ça marche super bien. Moi, je l'utilise sur mes pâtures, sur mes céréales. J'ai d'autres collègues qui le font, ça marche très bien. Sauf que je vous disais, ça c'est pas un tracteur chez moi, ça c'est dans le Bordelais, des gens chez qui on était allés faire l'essai. Euh, Moi, je vous dis, je travaille sur enjambeur. Alors là, c'est l'enjambeur du voisin, mais c'est de se dire comment on peut essayer d'adapter cette dent-là sur enjambeur. Parce que j'ai un petit tracteur, un petit Kubota de 30 chevaux, un châssis, un bâti comme ça, lourd comme c'est, et pour descendre à 10, 15, 20 centimètres, je pourrais pas le porter. Donc la question se pose, comment on peut l'adapter euh, sur des outils comme ça. La réalité, si je vous montre ces trucs-là à l'état de projet, dire c'est pas chez moi, c'est tracteur du voisin, c'est que pour l'instant, je n'ai pas de système opérant dans mes vignes que j'ai pu utiliser. Je vous dis parce que par frein technique de pas le bon tracteur, l'outil pas dimensionné pour le moment pour pouvoir faire ça. Ça veut dire que chez moi, qu'est-ce que j'ai comme moyen? Pour l'instant, les seuls travaux que j'ai fait pour essayer de remettre un peu d'air quand même dans le sol, c'est des disques. Donc là, vous voyez, sur un petit tracteur, un petit tracteur enjambeur, pas enjambeur justement, un petit Kubota. Et je vous le remonte pourquoi? Parce que pour dire, c'est juste un outil classique, hein, un outil que j'ai racheté d'occasion à pas trop cher. Mais il y a des petites adaptations qui peuvent se faire. Donc s'engager dans des voies comme ça ne veut pas forcément dire remettre un billet de réinvestir. Ça peut être juste des adaptations. Et là, l'idée, ce qu'il faut avoir, c'est il y a le train disque, il y a un système de bus, je vous remontrerai plus tard comment ça peut s'adapter, et une cuve, un système de pulvérisation pour venir pulvériser des micro-organismes dans la même idée de ce que je vous racontais juste avant. Donc ça, c'est moi la chose que je peux faire. Euh, Quand je vous dis que tout n'est pas question de technique, mais bien de posture et aussi in fine de réglage, c'est si je reprends ce tracteur-là que je vous montrais avec les dents, je vais vous montrer le même travail dans une parcelle avec différents réglages sur lequel on a changé et la vitesse et le nombre de dents. Ici, vous avez trois dents. Voilà, c'est des vignes plantées à 2 mètres hein, globalement. Euh, Ici, le passage de l'outil avec trois dents et à vitesse un peu trop rapide. Voilà, ça fait une structure éclatée, on sort de la motte. Donc certes, on a amovible le sol, mais par contre, en termes de structure compatible avec une vie biologique, ça marche un peu moins bien. Avec le même outil, en enlevant une dent, pour vraiment se positionner derrière les pneumatiques et en diminuant la vitesse, on fait un boulot comme ça. En se disant, donc là, vous voyez sans doute les sillons, les deux sillons extérieurs, en disant, la dent, elle a fait le boulot, on est passé dans l'herbe, ça a tranché, on est rentré. Par contre, ça n'a pas soulevé, donc ça veut dire qu'en profondeur, on a vraiment fait un jeu, c'est là où on joue sur les termes hein, de fissuration, de micro-fissures dans le sol, pour venir aérer, pour permettre de relancer les processus. Donc c'est bien ça qu'on va chercher. Donc là encore, c'est pas qu'une question de matériel, mais bien d'utilisation, de réglage et de bonnes conditions. Et là, je devrais repréciser, hein, parce que tout l'enjeu pour moi de cette technique-là aujourd'hui, c'est quand on en discute, c'est quand est-ce qu'on la positionne. Là, de mémoire, alors ça, c'est des photos de 2022, je crois. C'était au mois d'octobre, donc post-vendange, euh, pour dire, on risque quand même toujours d'abîmer des racines. Donc le faire pendant la saison, c'est quasi mission impossible. Alors, est-ce qu'il faut le positionner à l'automne, au printemps, sortie d'hiver? Bah, sortie d'hiver, ça dépend des années qu'on peut avoir, hein. Sur les dernières années, les printemps humides jusqu'au mois de juin, on l'a eu par chez nous, donc potentiellement un peu compliqué. Mais après, il y a plein de choses à trouver, hein.
alors, la profondeur, ça se trouve sur le terrain à chaque parcelle, mais on peut se dire, est-ce qu'il faut faire tous les rangs d'un coup? Est-ce qu'il faut faire un rang sur deux, un rang sur trois, pour étager un petit peu ces choses-là? Mais c'est vraiment cette idée. Pour moi, ce qui compte, c'est pas la technique, c'est l'objectif. On reste sur cet objectif de remettre de l'air dans le sol. Et voilà, mais après, il y a plein de choses pour mesurer. Ça, c'est en Alsace, mais la même idée. Vous voyez, là, on est descendu à quasiment à 25 centimètres. Donc, l'outil, il descend, il n'y a pas de souci. Il retourne pas, mais il est bienvenu aéré en profondeur. Alors, je pourrais vous montrer les vidéos, je les montrerai peut-être plus tard, parce qu'elles ne sont pas dans le diapo. Mais il y a plein de choses qui peuvent se poser. Sachez que c'est un voisin dans le 49 qui se dit, il est sur un système de couverture permanente d'herbes, de graminées, avec un sol quand même, mine de rien, assez fermé. Donc là, c'est un outil, c'est des aérateurs de prairie, ça c'est des couteaux qui, par l'avancement, peuvent permettre de remettre un petit peu d'air. Ça fait pas le même boulot que l'outil d'avant, mais lui, c'est quelque chose qu'il voudrait tester, qu'il doit tester normalement d'ailleurs cet automne, à utiliser ça. Voilà sur le côté aération, pour y revenir dans les questions. Je vous remontrerai peut-être les vidéos à suivre, mais que ça m'évite de sortir du PowerPoint. Euh, je vous ai dit, une fois qu'on a créé donc, cette idée de remettre de l'air, c'est vraiment dans cette idée de remettre les bonnes conditions pour que le processus se fasse. Le meilleur ensuite, pilote, accélérateur, régulateur du système, c'est la couverture végétale. Donc je reviens sur mon idée de cultiver de l'herbe. Donc cette idée qu'il faut avoir en tête de qu'est-ce que je vise quand je parle de couverture végétale et d'herbe, c'est le maximum de biomasse, le plus de diversité possible. Plus vous aurez d'espèces, en théorie, plus ça marche, fonctionnera. Et cette idée, bien sûr, je garde en tête de synchroniser le cycle de l'herbe et de la plante. Je vous remets cette photo-là, même si elle n'est pas terrible en termes de qualité, mais juste pour se rappeler, parce qu'on me pose souvent la question, mais est-ce que je peux pas juste laisser du spontané? Si vous pouvez, par contre, là, je vous remontre cette idée de rang semé ou rang non semé. Bon, c'est bien qu'en semant, on va quand même développer une biomasse tout de suite plus importante. Donc, dans cette idée d'accélérer, selon où vous en êtes, si vous êtes sur un schéma où déjà vos teneurs de sol sont pas si mauvaises, il faut juste rééquilibrer, on peut se poser la question de gérer avec des couverts spontanés, enfin de l'enherbement spontané, il n'y a pas de souci. Moi, je suis dans un schéma où je démarre à moins d'1% de matière organique, c'est fermé, c'est pauvre. Je veux booster le système, je veux reconstruire rapidement mon système, je ne veux pas attendre 10 ans. L'engrais vert est une bonne chose. Donc voilà, donc une fois qu'on vise cette question-là de diversité, bah, il s'agit de pouvoir la semer. Se pose la question des espèces. Alors, sont deux photos qui ne sont pas de chez moi. L'une photo que j'ai juste récupérée, ça doit être de l'IFV. On peut avoir des choses très simples, de se dire là, un couvert de févrole, je veux faire de l'azote pour booster ma plante, ça marche très bien. C'est facile à semer, c'est facile à détruire. En général le premier couvert adopté par les vignerons. Ça marche très bien. C'est juste que c'est pas très diversifié. Et en termes de structure de sol, c'est pas ça qui va vous permettre de construire un sol vertueux. Donc si le but c'est juste de remettre un peu d'azote, ok. Si le but c'est vraiment de relancer la machine, c'est souvent un peu limité. Et la photo de droite, c'est presque le cas extrême. Là, c'est des vignerons en Allemagne que je suis allé voir. Eux, ils sont sur un schéma où ils ont tellement bossé sur les engrais verts et sur les apports depuis 20 ans. Ils sont à 5 ou 6 points de matière organique. C'est plutôt de l'enherbement d'entretien. Donc ils ne sèment plus de choses comme vous pouvez voir à gauche ou comme je vais vous montrer après chez moi. Par contre, ils se disent, si on pouvait diversifier un petit peu, si on peut reporter un peu plus de finesse, de complexité, allons-y. Donc ils sèment quoi? Ils sèment des fleurs, ils sèment des aromatiques pour diversifier leurs enherbements. Donc c'est là où on rejoint un peu cette logique presque de l'éleveur, hein, de se dire, oui, je peux avoir une prairie assez simple de raigrats trèfle blanc, et ça fait de l'herbe, ça fait du lait, ça fait de la viande, pas de souci. Après, si je veux commencer à affiner, à aller un peu plus loin, à l'exprimer un peu plus, mon terroir, la complexité, on sait qu'une flore diversifiée de montagne, c'est déjà un peu plus intéressant, un peu plus complexe. Donc voilà, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Mais il faut toujours avoir en tête qu'est-ce qui est l'objectif. C'est pour ça que je vous reprécisais. L'objectif à gauche avec la févrole, juste redonner le coup de boost, un peu d'azote dans les mous, et ça peut faire le boulot. Ce que je vais vous présenter après derrière, l'idée de faire de la structure, de construire, et voire même in fine, d'entretenir sur ce qui est presque la prairie fleurie que vous avez sur votre droite. Donc comment ça marche? Moi, mes 4 hectares, bah, j'ai
Je l'ai fait pendant 2 ans, on l'avait adapté sur Enjambeur et finalement je suis revenu là-dessus parce que c'était plus simple. Fallait redémonter sur l'enjambeur à chaque fois, c'était pas mon enjambeur donc c'était un peu plus compliqué. Donc je suis repassé sur micro-tracteur. J'ai Smoir qui est fabriqué par Ecodil, c'est pratique. Et qui a l'avantage pour moi, c'est que je vais pouvoir semer en direct. Quand je dis semer en direct, c'est sans préparation. C'est aussi de pouvoir une couverture végétale. Voilà. Donc c'est pas. Je redis ça parce qu'il y a souvent la distinction. Semi-direct, c'est juste ne pas travailler le sol. Moi, c'est semi-direct dans une couverture. Donc c'est là encore tous les détails comptent, le disque, la forme de la dent pour pouvoir venir positionner la graine, dans les rangs. Donc voilà, là, un peu plus zoomé, ouais, c'est assez simple, hein. Et ça marche bien. Donc dans cette idée pour l'instant, là je vous montre des choses assez simples, de semis post-vendange, on sème des couverts diversifiés, ça c'est le mélange que j'ai mis en 2020, 2021, 2022 et que j'ai remis cette année. C'est un mélange de 15 espèces, allez, avec une grosse base de graminées, hein, avec des seigles forestiers, des seigles classiques, un peu d'avoine de mémoire, des crucifères, des légumineuses, de manière diversifiée. Et après, un peu de choses simples, rigolotes. Il doit y avoir du lin, il y a de la facélie, il y a toutes ces choses-là qui peuvent se rajouter dedans. Euh, donc voilà, je sème ça, on sème ça. Alors là, je vous montre justement cette année-là, parce que là, c'était la première année que je récupérais. Et là, j'avais fait une petite préparation. J'avais passé un coup de disque, 2 coups de disque d'ailleurs, pour ameublir un peu, pour préparer le semis. Donc là, semi-direct ou pas semi-direct, peu importe le semoir que vous avez, tout peut faire le boulot. N'importe quel semoir aurait fait le boulot. Mais en tout cas, parce que l'idée du semis, c'est bien de réussir son implantation. Je veux en faire une culture, un fourrage, donc je veux que ça pousse et pouvoir en faire quelque chose. Donc ici, ça avait été travaillé, ici, ça n'avait pas été. C'est une parcelle de Cabernet qui n'avait jamais été travaillée. Je pense que c'est des plantations de 97 de mémoire. Euh, et moi, je ne l'ai jamais travaillé non plus. Donc il y a le spontané qui est en dessous. Vous voyez, il y a les 3 rangs. J'étais venu semer en direct là-dedans, sans retravailler les sols. Donc, selon les situations, là, c'est vraiment une question de diagnostic, d'établir un diagnostic de départ, on peut semer des choses. Donc là, vous voyez surtout les trèfles qui s'exprimaient. Ça, c'est sur les semis classiques d'après-vendange. Ça fait 5 ans que j'espère pouvoir le faire pour plein de raisons, météo ou disponibilité de matériel. J'ai pas pu le faire avant, j'ai réussi à le faire cette année, de se dire que je peux pas les semer plus tôt, je veux faire plus de biomasse. Plus on va semer tôt, plus vous aurez de biomasse, parce que se retrouver à semer au 15 octobre, une fois que les vendanges, les vinifs sont terminés, c'est un peu moins performant en termes de production. Donc là, c'est moi dans ma parcelle de gamay, j'ai fait ça dans des gamets dans des melons, c'était né, je crois que je suis venu au. Il y avait des pluies là annoncées autour du 20, alors j'ai pas la date exacte, je crois que c'était le 22 juillet, donc je suis venu semer là, la parcelle de gamay au 20 juillet. Donc je suis venu semer là-dedans pour dire, même s'il fait chaud derrière, au pire ça sera en dormant. S'il fait trop chaud, bah, l'herbe qui sera juste levée cramera. Et si elle arrive à pousser, bah, ça fera peut-être toujours ça de gagner entre-temps. Et là, alors la photo est pas terrible, je suis désolé, mais c'était début septembre, déjà, de se dire, il y a déjà ça de lever en début septembre. J'ai pas pris le temps d'y repasser là, mais c'est de se dire, même fin octobre, début novembre, d'avoir déjà beaucoup de biomasse intégrée. Donc voilà, ensuite le but c'est que ça pousse. Là c'est une de mes parcelles. L'engrais vert se développe, c'est très bien. Ça c'est la parcelle qui avait été semée en direct, jamais travaillé. Voilà, alors on doit être au mois de février ou début mars. Non, ouais, on doit être au début mars, mars parce qu'il y a comme les pissenlits qui sont là. Voilà, la biomasse qui commence à se faire. Et le but, c'est de trouver le bon compromis pour rester le plus longtemps. Alors, je suis dans le muscadet, mais je suis pas le seul concerné. Il y a la problématique de gel. Donc, comment je peux faire pour tenir ça? Là, c'est des risques que j'ai pris les premières années, de dire, malgré tout, quoi qu'il se passe, euh, je laisse l'herbe. Donc là, on doit être, bah, vous voyez comment c'est poussé, hein. Donc on est fin avril, début mai. Non, on est même en mai, vu que les trèfles incarnats sont en fleurs. De se dire, bah, si on a des gels de fin avril, d'avoir de l'herbe, c'est aussi augmenter le risque. Donc là, je suis plutôt aujourd'hui à dire, je vais rabattre, je vais broyer en sortie d'hiver, et pour laisser ensuite la pousse venir au mois de mai. Voilà, parce qu'après, on peut arriver, quand je dis on laisse pousser, ça doit être 2022.
bah, ça fait des choses où on commence à avoir quelques difficultés à voir les vignes au milieu de l'herbe. D'autant plus, alors là, ça permet de reparler du choix des espèces. Les vesses, hein, quand je parle de vesses, les vesses velues, là, les vesses violettes, qui sont pratiques parce que ça pousse très bien, ça fait beaucoup de biomasse. Par contre, ça s'accroche très bien dans les pieds, dans les pieds. Si vous ne prenez pas au bon moment, bah, ça coffre tout. Vous voyez là, la parcelle, presque la photo en bas à droite, c'est presque dire pour repasser à la main pour pouvoir gérer ça. Ça, c'est la parcelle. Ça doit être printemps 2021, donc l'année en plus nous de gel. Vous voyez l'herbe là en début mai, où est-ce qu'elle arrive? Là, on est toujours dans ce compromis un peu compliqué en disant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rabats? Est-ce que je laisse pousser? C'est des choses qui sont pas simples. Donc je vous ai dit, après, là, c'est la question de quel est l'objectif? L'objectif numéro un, ça reste de construire, ce serait ça, de construire le sol. Mais non, l'objectif numéro un, il reste de protéger ma vigne et de faire mes raisins. Donc ça, j'ai joué, j'ai pris le risque en 2021. Aujourd'hui, je fais plus ça, je vous dis, je rabats, mais je laisse repousser. Donc j'essaie de choisir des espèces qui vont pouvoir repousser tout le mois à partir de la mi-avril jusqu'à la début mai pour pouvoir le rabattre. Et ensuite le piloter bah, selon année sèche, année humide, le rabattre ou non. Voilà, puis là, ça fait des choses sympas en se disant de l'avoir laissé l'année d'avant monter à graines, bah, ça fait de la graine partout. Et là, sans avoir ressemé, j'avais pas ressemé, ça fait que l'année suivante, vous avez un beau tapis de trèfle incarnat qui se met partout. Donc, semer, ça peut vouloir dire on le fait un an, on le fait 2 ans, et peut-être qu'après, on peut gérer sur les repousses selon comment on l'a géré. Comment je le gère, justement? J'ai un rouleau faca classique pour se dire, bah, je viens coucher toute cette biomasse, là, celle que j'ai ici, avec les secs qui sont dedans, qui vont emporter tout le monde et qui vont faire tapis. Donc super, ça va nourrir ma vie microbienne en surface, ça va laisser un peu d'humidité et ça va nourrir mon sol. Alors pourquoi pas, par contre, en termes, selon l'objectif, si le but c'est juste de couvrir, ça va. Si le but c'est de me débarrasser de l'herbe ou au contraire restituer cette herbe, ce fourrage pour nourrir mon sol, il peut y avoir d'autres approches. Donc ces autres approches-là, alors là je vous remontre le tracteur équipé avec le rouleau Faca et la petite nuance, c'est moi j'ai des satellites de tonte là, des satellites pour faire le boulot en même temps. Il m'arrive, soit quand je suis débordé, donc c'est là où on peut aussi jouer, soit quand je veux calmer, soit quand je suis débordé, bah, un petit coup de passage, on a une petite tourneuse autoportée, alors ça fait un peu dinette comme ça, mais sur 4 hectares, voire même moi, le voisin il l'utilise, donc presque sur 10 hectares, des trucs comme ça, ils peuvent faire ce boulot-là, ça va assez vite, et ça peut permettre de rabattre, de faire le boulot. Donc là encore, je vous ai mis cette photo-là parce que vous voyez que j'ai réintégré les petites cuves avec le système de pulvérisation pour dire je viens réinjecter mes micro-organismes en même temps que je broie mon herbe. Et la dernière technique, moi, que j'utilise, c'est cette idée de réincorporer l'herbe pour en faire de l'humus, pour stimuler les processus biologiques. Et là, c'est l'utilisation d'une fraise de scalpage. Je vous remonte les dents là. Alors, c'est pas un rota, qu'on soit bien d'accord. Ça, je leur détaille quand on fait dans les journées, hein. Mais c'est une fraise, donc on travaille juste à quelques centimètres au-dessus du sol, à 2-3 centimètres, juste sous le plateau de talage des céréales, en fait, hein, pour venir euh, gérer ça. Et donc, du coup, j'ai un peu ces trois techniques-là. Et comment je le gère, bah, ça dépend de l'état de vigueur de mes parcelles. Si je veux redonner, clairement, si je veux redonner du boost, lancer le système, au mieux que je fasse ce système-là avec la fraise. Si j'ai juste à entretenir et juste protéger mon sol, bah, le rouleau Faca suffit allègrement. Et je peux aussi, hein, ne soyons pas dogmatiques là-dessus, de se dire je fais un rang sur deux, deux rangs sur trois, trois rangs sur quatre. Après, moi, il faut que je joue avec les roues de l'enjambeur pour la pulver. Mais je peux aussi décomposer comme ça. L'autre manière de gérer, j'adore cette photo-là, donc je vous la montre. Forcément, l'intégration de l'animal. Allons jusqu'au bout de la polyculture, de se dire, mettons de l'animal, qui de mieux pour gérer de l'herbe, pour la rabattre et pour l'améliorer par les déjections. Donc ça, on a fait les essais. Moi, j'ai une parcelle d'un hectare là, de melon qui est complètement clôturée. Et une année, on avait fait la totale, on y a mis les cochons, les petits cunes qui sont là. Alors, je vous remonte cette petite photo-là en tant que telle, hein. Ils bossent, ils gèrent l'herbe. Comme tout animal, ils ont aussi des gros temps de repos. Il y a des moutons, aujourd'hui il ne reste plus que des ouessants. Et eux, ils y sont toujours, voilà, j'y mets pendant l'hiver. Donc cette parcelle-là, ça oblige aussi à repenser, parce que si on vient mettre
une couverture végétale au 15 octobre qui se développe à peine avant l'hiver et qu'on y fait passer les moutons au mois de février, globalement, vous n'avez pas gros d'herbe de pousser. Donc c'est pour ça que toute la réflexion que je vous racontais avant de semer plus tôt, donc la parcelle c'est la parcelle qui est destinée à faire venir les moutons derrière. Cette année-là, on s'était même amusé, on y a mis les poules, tant qu'à faire, allez, quitte à avoir clôturé, quitte à avoir mis tout le monde, on y met les poules. Je rêverais d'y mettre des vaches, ça c'est une photo qui est pas de chez moi, c'est dans le nord de l'Italie, au pied des Alpes. Bon, soyons francs, honnêtes, gérer des vaches, c'est un autre métier. Et dans des vignes 1,50 m, c'est pas trop possible. Mais j'aime bien avoir ça parce que ça permet de se redire, on peut avoir toute la théorie qu'on souhaite en disant super, on va mettre des animaux dans les vignes. Je vous ai dit que les cochons, ils y ont passé un hiver, les poules pareil, parce qu'à un moment, de pas être sur place, le métier d'éleveur est un métier, faut suivre son palissage, faut suivre tout ça. Et c'est pas aussi simple qu'on veut le dire. Après, quel animal choisir? Alors, c'est, je crois, l'une des visios pendant VGN. Mais ça dépend aussi de votre système. Il y a une vigneronne là, que j'ai rencontrée en Oregon, aux États-Unis, là, je vous remets la photo de chez elle, qui me dit bah, l'idéal, tu fais tourner, tu mets d'abord les moutons parce qu'ils rabattent, ensuite tu mets les cochons parce qu'ils vont remuer un peu, et ensuite tu fais passer les volailles, elles vont finir le boulot, bouffer les insectes, bouffer les graines, bouffer les repousses. Bon, bah, très bien. Sauf que ce que je vous disais, c'est un métier de gestion. Et puis, ce qu'elle avait pas dit, ou parce qu'elle connaît moins, mais ces vignes là, elles sont établies, elles doivent être établies à 1,90 m, hein, c'est des ports retombants. Donc, c'est un peu plus facile aussi de laisser longtemps. Là, les animaux, ils peuvent rester quasiment jusqu'au mois de juin avant que le port ne retombe. C'est beaucoup plus facile. Moi, dans les vignes 1,50 m, dès la mi-mars, c'est sorti. Donc voilà, super gestion, mais ça s'intègre dans le processus. Pour remplacer l'élevage, parce que je rentre pas dans le détail, mais ce qui se passe dans le pâturage, bah, c'est la gestion de l'herbe et c'est toute la transformation d'une matière un peu différente dans la détection. Bah, on va essayer de le mimer avec le travail, le micro-organisme, de dire est-ce que si on incorpore l'herbe en injectant des micro-organismes, on peut faire le boulot. Donc c'est tout le monde des ferments lactiques, des bactéries lactiques, des EM, de la lithofère, c'est toutes ces techniques-là que j'utilise, que je mets en œuvre, dans l'idée de le fabriquer, soit de l'acheter, soit pouvoir le fabriquer à la ferme. On chauffe de l'eau, on rajoute du sucre, un peu de sel, une base mère, et puis on remultiplie tout ça et vient réincorporer ça, moi, entre 100 et 100, 150 litres à l'hectare. Donc voilà, pouvoir multiplier. Donc là c'est chez moi. Un bidon, des IBC, c'est pratique à gérer. Il y a un IBC de mélasse, là, du coup, hein, en base de sucre, et je remultiplie ça et je le réincorpore avec un système tout con, une pompe à membrane, des bus de pulvérisation. Et ce que je vous disais, ça peut être intégré directement sur l'outil, où là, c'est une image de dire juste une cuve, une rampe avec des bus à l'avant. Alors, une protection, parce que pour pas que ça soit cogné par des herbes abîmées, mais on peut pulvériser juste devant le travail. Et c'est cette idée, moi, que j'ai derrière, je reprends mon idée de fermentation, de processus fermentaire, de dire, pour moi, c'est le levain. Si je réincorpore l'herbe, je vais mettre du sucre. Et ben, si je peux accompagner ce processus-là, si je mets un levain, ça va accélérer et sécuriser le processus. Donc voilà, par exemple. Donc là, c'est l'idée d'emporter une cuve qui peut être mise à l'avant. Euh, et les buses, elles peuvent être aussi mises sur les outils. Donc dans cette idée de cultiver l'herbe, hein, c'est pas tant de voir de l'herbe pousser, le plaisir de tailler au milieu des petites fleurs. C'est aussi le résultat. Ça, c'est un vigneron en Alsace qui a des résultats super, de se dire il est sur des sables roses hyper pauvres, et par des gestions comme ça, il arrive à des structures de sol et des couleurs de sol qui font se dire merde, il se passe quelque chose, il va dans le bon sens. Donc même si en termes de justification purement scientifique, il y a des choses que j'aurais du mal à vous expliquer aujourd'hui. Ah, pourtant, on voit des résultats et c'est ça qui me guide. Voilà, ça c'était le cœur du truc. Après, il y a cette idée de si je dois nourrir le processus, bah, il peut se poser la question d'apport de l'extérieur. Et avec cette idée, je ne vais pas le redétailler là, mais pour moi, je me repose sur la question de la fermentation. Pour moi, la fermentation est un processus de stabilisation et d'équilibrage le plus puissant dans l'écosystème. Donc c'est ça qu'il faut essayer de viser et de se dire globalement, la plupart de la fertilisation qui est apportée aujourd'hui, elle est déséquilibrée. Donc qui dit déséquilibre dit ensuite déséquilibre des processus biologiques. Donc c'est là où on peut se poser la question de comment on peut fermenter pour équilibrer.
Donc fermenter, là c'est l'idée de fertiliser en verre, donc de cultiver de l'herbe et de le réincorporer. Donc là c'est un rang à droite qui a été scalpé à la fraise avec pulvérisation lactique, à gauche juste tondu. Donc de se dire on peut avoir euh, cette entrée-là de fertilisation. Il y a cette idée du compost. Moi je fais du compost à base de fumier de bovin de chez mon voisin euh, et que je gère selon un processus de compostage contrôlé pour l'équilibrer. On peut aussi se poser plein de choses, hein. Là, je fais des essais cette année avec les mares de raisin. Alors, ça pose plein de questions réglementaires, mais en termes, moi, c'est des questions techniques de se dire, j'organise mon petit tas. Là, c'est des micros-essais, mais pour voir comment la matière se comporte. La matière se transforme, les champignons et autres micro-organismes font leur boulot pour faire l'affaire. J'aurais pu aussi rajouter que dans mes matières premières, il peut y avoir les sarments. Aujourd'hui, vu que je suis dans des systèmes assez pauvres, des matières organiques qui tournent un peu plus vite, broyer juste les sarments, ça me paraît pas hyper judicieux. Donc, sur 4 hectares, je sors tout. Alors, j'ai une équipe de retraités, ils me font ça en 3 jours, que je broie et que je réincorpore dans mon compost. Mais il y a vraiment cette idée de, il ne s'agit pas juste de rapporter une matière, c'est vraiment ces questions de savoir quelle est cette matière et quel boulot elle peut avoir et elle peut faire. Je suis obligé de vous parler de ça parce que pour moi, elle est au cœur de tout ce que je fais. C'est pas neutre si je vous parle de processus de transformation de matière. Mon expérience, mon héritage de la biodynamie, il me permet d'avancer là-dessus. La bouse de corne, cette idée d'une bouse de vache passer dans une corne de vache hivernée dans le sol pendant l'hiver et d'en sortir un terreau fertile, un terreau humifié, porteur de plein de bonnes choses ça, ça aide et ça aide à structurer. Donc mais là encore, il ne s'agit pas juste de dire je mets de la bouse de corne, c'est quelle est la qualité de cette préparation-là. Elle doit être bien transformée et complètement transformée et bien stockée. Elle doit être préparée, dynamisée pendant 1 heure avec une eau de qualité à 37 degrés. C'est une série de petits détails comme ça qui comptent. Alors, ça peut être fait à la main ou avec des machines, mais là encore, la manière de le faire compte. Ça, c'est la machine qu'on fait chez Codine, pour ceux qui connaissent un peu ce truc-là. Mais là encore, hein, de se dire, je sais que la biodynamie fait débat et je rentrerai pas là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire qu'est-ce que ça change. Là, moi, c'est mes parcelles en céréales. C'est une parcelle qui fait 5 hectares. Les seules différences qu'il y a depuis 5 ans, c'est le passage de cette bouse de corne préparée à 100 grammes à l'hectare. Euh, et d'un côté ou de l'autre de la frontière, j'ai ces différences de développement de sol-là. Voilà, c'est pas un mensonge, c'est ce que je peux voir moi sur les parcelles. Donc c'est ça qui m'intéresse. Ensuite, je cherche à comprendre, certes, mais d'abord de se dire ça peut avoir un effet. Et ça me permet de faire un petit ça ne circule jamais assez. Si vous voulez de la référence là-dessus, il y a aujourd'hui des études, il y a le FIBOL, les CEDOC du FIBOL, c'est plus de 30 ans ou 40 ans de comparaison de systèmes en biologie, en fertilisation minérale, en biodynamie, et qui vous montrent des effets. Il y a les Covitisol, c'est l'INRA de Dijon qui s'est penché sur le sujet. Il y a des universités en Allemagne qui montrent des choses. Donc voilà, l'idée de sortir un peu de ce sectarisme caricatural qu'on peut avoir parfois là-dessus, de se dire documentez-vous, testez si vous le souhaitez, mais en tout cas, ça peut être un outil qui fait du boulot. Parce que sinon, d'avoir recours à de la fertilisation organique plus classique, là je vous mets, alors, je fais pas de pub pour cela, c'est juste que j'ai utilisé ça 1 année pour relancer un peu une parcelle. Euh, Bah, ça fait pas le même effet, ça fait pas le même effet sur le sol, ça fait pas le même effet sur la plante, mais ça peut avoir son utilité à un moment dans l'itinéraire. Donc voilà, ce que j'utilise, donc clairement de se dire, moi j'utilise, à part la bouse de corne et sur une parcelle en 2024, ces bouchons-là, je n'ai rien apporté de concret, de solide depuis 5 ans. Euh, Parce que se pose aussi la question, donc j'ai fait tout ce que je pouvais sur le sol, et pas aussi vite que je le voudrais, hein, ce que je vous ai dit sur le sol, j'ai pas pu mettre l'aération que je voulais, ça va pas aussi vite que je voudrais sur les développements végétatif. C'est aussi, vous avez tous vécu, on a tous vécu les mêmes millésimes. Entre les années de gel, les années trop, trop chauds, trop secs ou trop humides, ça aide pas non plus à stabiliser, à fixer des itinéraires. Du coup, quand on parle de synchroniser la plante, je suis obligé de vous parler de ça. Il y a vraiment cette idée, on est sur une plante pérenne et je ne vais pas raconter la même chose que ce que je raconte avec des producteurs de blé. Donc, il y a cette idée, tout ce qu'on développe, ce qu'a développé Marceau Bourdarias, qui est bien connu dans le monde de vers de terre production autour de la taille douce physiologique. Moi, je fais partie de la corporation Architecte du Vivant, de se dire, repensons nos techniques de taille, rapproche de la plante pour augmenter les réserves de la plante,
augmenter sa résilience. Pour moi, c'est exactement la même chose que je vous ai raconté sur le sol, ce qu'on essaie de faire sur la plante, sur la vigne. Donc je pas là-dessus, il y a 1000 vidéos et il y aura plein d'interventions. Mais en tout cas, je m'inscris là-dedans et je le pratique moi. Et ça, c'est rigolo parce que souvent mis en défaut sur l'approche de taille 12 physio, là, la question de l'allongement et de se dire, en fait, tout ça ce sont des faux débats. Là, c'est pas chez moi, c'est en Italie, de se dire, il y a plein de façons de gérer l'allongement. Vous voyez, comment on gère l'allongement d'une année sur l'autre de la vigne. Euh, Encore, il y a des structures, dans le même vignoble, des structures en hauteur qui permettent, sur lesquelles gérer de l'allongement n'est pas un souci. Donc c'est vraiment se dire, s'inspirer de ces techniques-là, ces approches-là, pour l'appliquer dans nos vignobles, moi des vignobles à 6500 pieds de densité à l'hectare, en 1,50 m. Et ça, à l'extrême, là, c'est en Vénétie, pareil, les vignes au milieu des arbres, de se dire, une fois qu'on a compris comment fonctionne le système, le sol ou la plante dans ce qu'on dégrade, et les architectes du vivant, bah, on peut jouer sur plein de curseurs. Le dernier point que je voulais voir, c'est de dire, et je crois que je suis à peu près dans les temps, Mélodie, oui, ça le fait, 56, même si je déborde de 5 minutes, tu m'autorises. Euh, donc de se dire, j'ai fait tout ce que je pouvais, ce qui était dans mes capacités techniques, économiques ou de l'année, et selon mon héritage de ma parcelle et mes conditions météo, mes conditions pédologiques ou géologiques de départ. Bah, peut-être que en passant, je peux aussi aider la plante par voie foliaire à tenir. Moi, je suis pas mal aussi dans cette idée-là de dire, plutôt que de tout casser, j'ai mis de l'herbe, j'essaie de cultiver de l'herbe. Et peut-être qu'il y a des moments dans le cycle physiologique où ça pourrait coincer pour ma plante. Donc voilà, on sait qu'il y a des moments où à la floraison, avoir de l'herbe qui pousse, c'est un peu compliqué. Pendant la phase de croissance, c'est un peu compliqué. Voilà, le pari, c'est de se dire, est-ce que en soutenant la plante par voie foliaire, donc en soutenant la photosynthèse, hein, je garde, si vous m'avez suivi depuis le départ, je continue à alimenter mon processus photosynthétique par en haut pour relancer le circuit. Si jamais ça bloque, bah, ça peut marcher. Donc là, c'est une tisanière qui me permet de faire des préparations à base de plantes. Je vais pas vous faire un cours sur les plantes, moi j'utilise ça beaucoup. Là, c'est de l'ortie parce que c'est le plus facile, c'est le plus pratique. Et j'aime bien dire ça parce qu'il y a plein de manières de l'utiliser. Euh, Là, c'est de l'ortie fraîche, donc on peut aussi utiliser de l'ortie sèche, mais qui va être chauffée. Donc on peut faire une tisane très simple, on peut utiliser des extraits fermentés en préparation lactique. Vous pouvez le faire chez vous ou l'acheter. Moi, j'en fais presque un truc un peu intermédiaire. Je fais ma tisane, mais que je coupe à 60-65 degrés grand max. Je coupe. Euh, et je laisse ensuite 24 ou 48 heures grand maximum que ça démarre en fermentation. Donc vous voyez que ça bulle, c'est parce que ça fermente, hein. Là, c'est pas que ça chauffe, c'est pas que j'agite. C'est juste la fermentation qui a démarré. Ça commence à prendre une légère odeur un peu de poisson là. Voilà, c'est-à-dire que le processus fermentaire, donc le processus de rééquilibrage dont je vous parle depuis le début, est en route. Et ça, je filtre, j'applique. Alors soit avec la soit seul, selon l'année, pour essayer de booster. Moi, c'est l'idée engrais foliaire, quoi. C'est vraiment mon engrais foliaire fait maison. Parce que du coup, là, c'est dans la tisanière, je filtre, ça part dans le cuvon et ça part dans le pulvé. J'ai tout un tas de bidons, je m'amuse à plein de choses, je fermente tout un tas de matières, je fermente des mares, je vous parlais, je fermente des mares de pommes, je connais qui font de la pomme, je fermente des drèches de brasserie, je fermente des eaux, je fermente plein de choses, dans cette idée vraiment de la fermentation, elle va stabiliser, elle va rééquilibrer, donc ça sera beaucoup plus compatible avec la physiologie de la vigne. J'utilise aussi une pratique et j'utilise les thés de compost oxygénés. Donc dans cette idée, hein, je reviens sur la technique en 3 mots, c'est de multiplier extraire et multiplier les micro-organismes d'un compost bien mûr pendant 24 heures. Donc c'est-à-dire on met de l'eau à 25 degrés, 5 kg de compost pour 1000 litres, à peu près en dose, un peu de sucre, et tout ça on apporte de l'oxygène, ça c'est important, et ça va tourner pendant 24 heures. Donc là encore, on vient préparer en gros un bouillon fermenté, contrôlé. J'ai contrôlé la température, j'ai contrôlé la gestion de l'oxygène, qui sont les deux paramètres les plus importants. Et ensuite, je viens de pulvériser ça. Alors j'ai des collègues qui utilisent sur le sol, mais j'utilise surtout en foliaire. En tout cas en pulvérisation sur la plante, entre 50 et 100 litres ou 150 litres à l'hectare. Ça peut permettre
soit de donner un peu à bouffer à des moments, à des stades clés, donc que vous connaissez en vigne. Ça peut être aussi, moi je l'ai utilisé cette année ou en 2022. On sait qu'on a un épisode de chaud qui se prépare. Bah, ça permet de préparer la plante, de la renforcer avant ces épisodes de sécheresse. Et là, clairement, hein, euh, moi j'ai des voisins qui l'utilisent. Moi j'ai des parcelles isolées, donc c'est un peu plus compliqué de faire les comparatifs. Mais j'ai des voisins qui ont une parcelle au milieu de plein de parcelles de voisins, et c'est vraiment les parcelles qui restent vertes le plus longtemps possible. Donc je suis mon cap. Si ça reste vert, ça veut dire que la photosynthèse reste active, donc mon processus de fertilité de santé reste actif. Donc j'ai préparé, je filtre et j'applique. J'applique, vous voyez, là je peux le mettre sur le pulvé de traitement, et c'est sur mon pulvé avec lequel je passe les préparations en biodynamie. Euh, et j'applique ça par voie foliaire. Euh, si je garde aussi mon cap. Pour moi, c'est un outil de plus, tout ce que je vous raconte là, le thé de compost, les biofertilisants, les biostimulants, les préparations à base de plantes. Tout ça ne sont que des compléments, des outils de plus dans la boîte à outils qui fonctionneront d'autant mieux si j'ai fait tout le reste. Choisir juste de dire je vais faire une vigne agroécologique en faisant des thés de compost et des extraits de plantes, vous serez déçu. En fait, je vous annonce déjà dès le début, vous serez déçu. C'est pas ça qui va vous faire décoller euh, sur les choses. Voilà. Et en voie foliaire, je ne peux pas parler voie foliaire là encore sans parler de la biodynamie, de se dire la silice de corne, nous, qu'on utilise à 4 grammes à l'hectare, c'est vraiment cette idée-là de soutien de la photosynthèse, réactionner la photosynthèse. Là, peu importe vous dire. Euh, c'est un peu les retours d'expérience, c'était sur les 5 dernières années, entre chez moi et chez les autres vignerons, de se dire quand est-ce que je passe des thés de compost, voilà, ou des extraits de plantes, de se dire une semaine après le gel pour aider à relancer les vignes, au stade 4-6 feuilles, au moment où il y a un peu le sevrage des réserves, 10 jours avant la fleur, à la maison, à la véraison, et ou n'importe quel en cas de stress abiotique, globalement. Ça, on peut se dire, on pourrait en faire toutes les semaines et ça serait vertueux. À un moment, il faut que ça devienne cohérent. Moi, 2024, c'est 17 traitements. Je vais pas m'amuser à faire des traitements en plus spécifiques en tête de compost. Ça ne devient pas cohérent. Par contre, à 22, je pense je finis à 6 traitements. Bah ouais, j'ai eu le temps de faire 4 ou 5 pulvérisons en plus. Voilà un petit peu, donc c'est ce cap, et j'arrive à la conclusion. Je crois que le timing est presque parfait. Je garde ce cap. Je vous ai dit, pour moi, l'idée n'est pas juste de dire les micro-organismes efficaces sont un miracle, le compostage de surface est un miracle, le compost est un miracle, la biodynamie est un miracle. Donc pour moi, tout ça participe à construire un système vertueux, résilient, robuste, euh, pour, pour tenir le choc face au coût climatique et pour tenir le choc, pour se dire, faut que le processus s'alimente toujours pour faire le meilleur raisin possible. Donc c'est vraiment ce cap et de se dire, c'est assez simple en fait, hein, on pourrait le résumer, mon résumé de la vie agroécologique, je vous l'ai dit au début, c'est stimuler photosynthèse et interaction plantes-microbes. Et là-dessus, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez dans la liste, mais il s'agira pas juste d'en choisir une pour que ça fonctionne. Après, il faut l'adapter à chez vous, il faut l'adapter avec vos ressentis, hein. Je vous l'ai dit au départ, moi, c'est pas neutre quand je vous dis que j'aime bien les questions de fermentation, que ce soit par les thés de compost, par les ferments lactiques, par tout ça. Voilà, c'est pas anodin avec mon métier, mon quotidien de vigneron. Et faire pousser des plantes, voilà, c'est vertueux, c'est tout ce que je peux souhaiter de bien, donc ce cap d'une vigne auto-fertile. Et dernier point, je fais juste un peu de promo, juste de dire ce que je raconte là, on le raconte dans VGS, je le raconte en formation, et de manière tout à fait libre et gratuite. J'en poste, j'essaie de raconter un peu tout ça sur le site d'Ecody, il y a une page ressources, je poste des petits articles juste pour raconter ça. Voilà, je ne fais pas autre chose sur les réseaux, mais vous pouvez trouver au fil des saisons des informations là-dessus, que ce soit sur la vigne et sur les céréales. Et juste dernier point, parce que j'aurais pu finir là-dessus, hein, de se dire finalement le bilan après 6 ans, bah, de se dire moi pour moi c'est pas allé assez vite dans ce que j'aurais voulu faire, mais aussi parce que j'ai pas pu faire autant les biomasses que j'aurais voulu. Je vous ai dit, j'ai pas pu aérer le sol comme je l'aurais voulu. Il y a plein de choses qui peuvent me permettre de l'expliquer. Après, quand j'analyse les rendements, alors on va mettre à part certaines années. 2021, je perds 80% avec le gel. 2024, je perds 80% avec le mildiou. Donc c'est pas miraculeux. Par contre, les autres années, bah, euh, je fais les rendements. Donc quand je dis que je fais les rendements, je fais un équivalent. Alors, je parle d'équivalent parce que j'ai 40% de manquant dans ma parcelle, mais je fais un équivalent de 40-45 hectos par hectare.
dans des vignes sans apport et à itinéraire assez simple, hein. Un semis, une destruction, un peu de gestion sur le cavaillon, et les traitements, ça reste des itinéraires assez light. Donc voilà, c'est cette idée un peu pour moi de vigne agroécologique aussi, d'alléger les itinéraires pour faire plutôt bosser la biologie à la place. Voilà ce que je pouvais raconter, j'ai coupé. Je peux montrer les vidéos. Tu me rediras si tu veux que je montre les vidéos des outils, si ça aide, s'il y a ça dans les questions. Mais sinon, s'il y a des questions, on peut aussi faire la Ouais, place pour les bah, questions. écoute, j'ai une question de ciel, mais après, peut-être que ça va l'aider, justement, les vidéos, je sais pas. Pierre, je ne suis pas une youtubeuse aguerrie, j'arrive pas à remonter tout en haut des questions, mais en gros, sa question, c'était, donc Cyril, il y a des vignes d'1 mètre de large, sans Mhm. enjambeur, une parcelle de 50 arts. Est-ce que tu as une proposition technique? Est-ce que ça fonctionne avec un motoculteur? Donc, je pense que Cyril, tu faisais référence au début, quand Robin parlait Bah, un sur, peu sur sur le sol, l'aération, sur sur l'aération. l'aération, c'est compliqué parce que moi, j'ai le même cas de figure. Le problème des une seule dent, c'est la stabilisation. Voilà, la stabilisation, il faut qu'elle travaille droit. Euh, et clairement, ça veut dire. Alors, faudrait réfléchir. Je sais que faudrait réfléchir à un bâti. Alors, je vais botter en touche en disant autre chose. J'ai une demande là sur des gens qui travaillent au treuil sur des vignes, pareil, à 1,20 m, je crois. Et ils me posent la question, est-ce qu'on peut l'adapter sur un treuil avec une seule dent? J'y réfléchis, on y réfléchit comment on peut faire ça. Clairement, ça veut dire du prototype, hein, mais on peut y réfléchir. Tout peut se réfléchir. Mais c'est sûr que c'est plus compliqué. C'est comme moi avec le collègue, le copain en Alsace qui a des vignes à 2,20 m ou 2,50 m. C'est beaucoup plus facile de se poser cette question-là. Moi, à 1,50 m sur enjambeur, bah, c'est ce qui fait que ça fait 6 ans et que je l'ai toujours pas fait. Donc voilà, faut trouver chaussure à son pied parce que si le but c'est de racheter un tracteur juste pour faire ce boulot-là, c'est sans doute un peu dommage. Mais voilà, faut un peu de puissance. Encore qu'il faut pas trop de puissance, hein. Moi, clairement, le retour d'expérience, même en grande culture, tirer une dent comme ça, vu qu'elle est assez étroite, 30 chevaux, je mène une dent, quoi. Bon, motoculteur, faut voir qu'est-ce que c'est, quelle puissance il peut y avoir. Et il dit, Cyril, qu'il va essayer avec une agrique qui fait de la traction animale. Ouais, et bah, quand on parle de treuil, mais c'est effectivement c'est la même chose. Mais le problème avec l'attraction animale et avec on sera sur la même chose avec le motoculteur, c'est dire si on veut que ça pénètre, parce que c'est compacté, il faut que ça soit lourd. Et si on veut que ça soit lourd, je peux remettre la vidéo, c'est comment on gère le relevage en bout de rang. Voilà. Parce que le rentrer, de tenir dans le rang, c'est un peu sport, mais on peut y arriver. Mais on arrive au bout de rang, il faut pouvoir le lever. Donc avec un tracteur, il y a un relevage. Le problème en traction animale, il n'y a pas de relevage. Et sur le treuil non plus, c'est là-dessus qu'on pêche un peu. Donc c'est des ensembles qui peuvent être un peu lourds. Mais il faut tout se réfléchir. C'est pour ça que dans ce que j'essaie de vous présenter, hein, c'est de dire, si je veux vraiment, si j'ai un vrai besoin d'aller sur de l'aération du sol, bah, faisons le boulot. Là, bah, si ça permet de parler de ça, j'aurais presque pu parler de ça, hein. On a un projet d'expé là qui démarre avec l'IFV, avec le Sénat, avec Vers de Terre. Vous êtes partenaire aussi de se dire, est-ce qu'on peut arriver à aller vite aussi sur ces trucs-là sans le travail de sol, en accélérant un peu ce côté-là, biologie, biomasse, micro-organismes. Parce que je vais le tester moi dans une parcelle. Une parcelle, je sais que je pourrais jamais la passer. Vu où sont les racines, je pourrais jamais passer d'outils comme ça. Donc on essaie de trouver des choses pour s'adapter. Ok, super. Il y avait une question qui m'est venue, mais pas sur le chat, mais qu'on m'avait écrite par rapport aux TCS, les techniques culturelles simplifiées. Compliqué, ouais. Donc, qui gratte sur les 20 premiers centimètres, il me semble, c'est ça? Après, chacun a son école sur le TCS, mais potentiellement TCS c'est 10, 15, 20, c'est déjà un peu. 10-15, d'accord. Et du coup, est-ce que ça peut être, mais pas qu'en viticulture, une alternative au labour ou au Ouais. glyphosate? Est-ce que... Je devrais. En fait, là, tout ce que je vous présente, ça s'inscrit clairement dans. Alors, il y a ce concept-là là, qui émerge plutôt dans le monde des grandes cultures, le concept de l'ABC, de l'agriculture biologique de conservation, donc qui a les bons côtés de l'agriculture biologique, donc qui se permet un peu de travail du sol,
et le bon côté de la lecture de conservation qui va sur une perturbation minimale du sol. Je crois que moi là-dessus, dans ce que je garde, le cap que je me donne, c'est de dire alors déjà dogmatique sur rien, parce qu'il y a plein de types de sols et il y a plein de types de cultures. Mais surtout, j'essaie de m'interdire le retournement, les outils qui entraînent un retournement du sol. Et le problème du labour, c'est pas tant la profondeur auquel ça va, c'est pas tant l'impact que ça a direct, c'est que ça mélange tous les horizons. Il faut se dire que tous les 5 centimètres, votre cocktail microbien, il change. Donc si vous mélangez ceux qui sont dans les 5 premiers centimètres, vous les mettez à 30 ou à 20, eh ben, ils peuvent plus fonctionner. Il y a tout un temps de latence de rééquilibrage. Donc c'est pour ça que l'idée, là, l'outil de fissuration que je vous montre, il vient ameublir sans mélanger. Donc, pour moi, les choses que je m'autorise et que je pourrais m'autoriser, c'est les disques vraiment en surface, en disant je travaille à 10 centimètres, donc je mélange assez peu, la fraise où je travaille à moins de 5 centimètres, ou la poudre de fissuration sur lequel bah, je peux descendre à 30 centimètres hein, si je veux. Il faut avoir le tracteur pour. Mais en tout cas, j'ai pas de retournement des horizons. Mais Ok. c'est bien de s'inspirer de ça, hein, et c'est, entre guillemets, moi, le gros de mon boulot, c'est ça. Je viens de ce monde-là en grande culture, du monde de l'agriculture de conservation, du semi-aride, du TCS, comment on l'adapte à la viticulture. Voilà, avec la petite difficulté qu'on a, bah, c'est que c'est une plante pérenne qui est mise en place. En culture annuelle, on peut se permettre de dire j'ai l'interculture entre deux cultures pour venir tout remettre en place, tout remettre en ordre. Là, une fois que la vigne est plantée, techniquement, on veut pas la ressortir. Oui, c'est ça. Déjà, c'est pas le même boulot parce que tu es sur les pommes C'est ça. pérennes. Et du coup, et vraiment de se dire dans tout ça, hein, dans tout ce que je raconte, en fait, l'enjeu, il n'est pas tant là dans la technique, tout se joue dans des petits détails. Je vous montrais tout à l'heure sur la fissuration, tout se joue dans une vitesse, dans un moment d'intervention dans comment on combine, quand je dis on combine, réincorporer de l'herbe avec des disques ou avec une fraise, si vous avez beaucoup de biomasse, donc beaucoup de sucre et pas de micro-organismes, et un sol pas très structuré, c'est un coup à voir pas grand-chose. Alors ça donne un coup de boost, mais par contre, vous allez continuer à cramer le stock de matière organique. Et c'est le cas de figure. Il y a beaucoup de retours d'expérience, hein, sans doute parmi vous, des gens qui font des engrais verts depuis 10 ans et qui disent bah ouais, bon, ça a réglé mon problème d'azote dans les mous. Par contre, en termes de matière organique, je stagne, voire je régresse. C'est pour ça qu'il faut se poser sur chaque détail. Ok. Une autre question, c'était plus un peu c'est de la partie. Est-ce que la présence d'un paillage interrang après destruction du couvert nécessite toujours un apport azoté en foliaire? Bah, ça dépend où vous en êtes. En fait, sur le schéma, hein, si je reprenais mon schéma du début, euh, où c'est la plante qui construit le sol, oubliez pas que 90% de ce que bouffe la plante, elle le chope dans l'air, hein. La plupart, c'est du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, tout ça, elle le chope dans l'air. C'est assez peu ce qu'elle chope en minéral dans le sol. Euh, donc, s'il y a le stock de minéraux et que le stock est accessible, ce qu'on va vouloir faire en augmentant le taux d'humus fertile, c'est d'augmenter le pool de minéraux qui est disponible pour la plante. Et on va lui demander de venir le piocher elle-même dans le sol, voilà, de se nourrir par elle-même. Donc, si vous avez un stock qui est bien composé, un frigo qui est large et bien rempli, il n'y a pas besoin de rapporter de l'azote. Si vous démarrez un schéma comme chez moi, où il n'y a pas de frigo, et de toute façon, il y aurait rien à mettre dans le frigo, bah, juste une solution de mettre un paillage, bah, ça fait que c'est des choses qui stagnent, et du coup, c'est des vignes qui régressent, parce qu'effectivement, il manque la dynamique azote. Ok. Voilà, c'est là où il faut réussir à piloter, hein, de se dire, oui, le volet paillage exogène, de faire revenir de la paille ou du bois broyé d'extérieur, ou de le produire sur place et de le rouler à maturité pour faire un paillage. Pour moi, c'est un très bon moyen de construire de la fertilité à moyen terme et de protéger le sol. Ça, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de discussion là-dessus. Par contre, pour donner un coup de boost sur l'année pour la plante, le fait est que ça peine. On voit bien que les vignes s'arrêtent dans la croissance, ça n'arrive pas à décoller. Malgré qu'on trouve de la vie biologique, hein. Vous prenez cette litière-là, vous voyez des vers, vous voyez des bactéries, des champignons, vous voyez des champignons qui poussent dessus, c'est très beau. Mais il y a vraiment cette idée, quand je parle de fertilité, cette fertilité utile au moment où la vie en a besoin. Voilà, parce que je ne reste, je rejoins, on parle encore, hein, je me répète tout le temps, mais ce que je vise, c'est d'abord ma vigne, mon raisin et mon vin. C'est pas juste de faire du carbone, de la matière organique dans le sol. Est-ce qu'il y a une influence du calendrier de biodynamie sur la levée de dormance des graines? Est-ce que Ah, c'est des graines en alors, je, mutation?
je vais volontairement botter en touche parce que quand je parle de toutes les techniques, que j'ai fini par les techniques foliaires après, euh, oui, clairement, enfin, oui, la Lune a une influence sur les processus biologiques, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a plein, et quand je le dis, il n'y a pas de doute, c'est qu'il y a des études scientifiques qui peuvent le démontrer. Après, pour moi, on parle d'abord d'agronomie, et c'est d'abord ce qui pilote. Donc de se dire, c'est déjà quand est-ce que, comment mon sol est préparé et quelle est la météo bah, du jour J, et des jours à suivre pour pouvoir faire ça. Je pourrais reprendre l'exemple de mon tac 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 de mon spin que j'ai fait au 22 juillet là. Ça s'est un peu précipité, la météo a changé. J'aurais voulu faire tremper mes graines et faire un enrobage pour booster le truc. Bon, j'ai préféré me dire c'est aujourd'hui qu'il faut semer parce que demain ils annoncent 50 millimètres plutôt que de faire ce truc-là en plus, cet enrobage ou cet respect du calendrier lunaire pour que le boulot se fasse. Donc pour moi, c'est un complément à tout le reste qu'on peut faire. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord de construire, de stimuler, d'amplifier. Et le calendrier lunaire est une petite nuance en plus. Ok, très bien. Bon, je pense que tu vas me répondre, mais c'était en gros, est-ce que le couvert permanent est adapté à tout type de sol, notamment ceux qui ont très peu de profondeur avant de tomber sur la roche, les coteaux calcaires en Loire, le schiste hors Ah, nord. ouais. Euh, La grosse difficulté de ça, hein, je ne l'ai pas trop reprécisé là-dedans, j'aurais peut-être dû d'ailleurs, c'est toujours penser en mouvement, en dynamique, et de se dire d'où est-ce qu'on démarre et où est-ce qu'on atterrit. Je vous redonnais l'exemple, il y avait la photo en Allemagne, là, où ils sont sur des trucs fleuris. C'est le sud de l'Allemagne, ça cogne, c'est au-dessus du lac, c'est quoi, c'est le lac de Constance? Je sais plus. Enfin, c'est au-dessus de ces trucs-là. Clairement, ils sont dans le schéma normalement de vignes irriguées. Là, la photo que je vous montre, c'est volontairement des vignes non irriguées, parce que sinon, c'est l'autre biais aussi quand on voyage à l'étranger. En Australie, aux États-Unis, c'est irrigué, donc c'est facile de garder de l'herbe. Et donc, du coup, je me suis perdu. Ah oui, et eux, ils sont sur un schéma où ils ont tellement fait le boulot en amont sur les couvertures végétales, sur les composts, sur tout ce que je vous raconte, sur les thés de compost. En fait, ils sont sur un schéma où ça ils sont pas loin de l'autofertilité en fait, et de se dire, ils sont plutôt à devoir entretenir le système. Et dans ce cas-là, une couverture végétale, même avec des sols pauvres. Le, la photo que je vous montre en Alsace, je vous dis, c'est sur des arènes granitiques. C'est près de Colmar, donc Colmar, c'est hyper chaud, hyper sec. Et malgré ça, vous voyez, avec le développement de sol qu'il y a, le gars, il en est à ça, à se dire, là, je vais presque devoir laisser de l'herbe, parce que sinon, il y a des chances que ça libère trop de fertilité, que ça pousse trop et que ça fasse trop de raisins par rapport à ce truc-là. Donc, en fait, si vous démarrez pour synthétiser, hein, si vous démarrez de schéma où il n'y a pas beaucoup de sol, c'est séchant, il fait chaud, et de toute façon, il n'y a pas de matière organique dans le sol au départ, bah, peut-être que vous pourrez faire une couverture permanente et spontanée dans 10 ans. Dans 5 ans, si vous êtes très fort ou si vous avez beaucoup de chance, ou si vous avez beaucoup de moyens à mettre d'un coup. Mais partir, ce qui est sûr, c'est pour ça qu'il faut pas, dans mon propos, il faut bien s'y tenir, hein. Je veux aller vers une couverture la plus totale possible pendant l'année, mais je veux le mettre en place progressivement pour pouvoir lâcher la bride une fois que ça tient. Mais des schémas, je vous dis, comme le gars en Alsace qui dit aujourd'hui il fait ses rendements. Donc pour l'Alsace, bah là, sur des grands crus, c'est 35 hectos, je crois, et en plaine, c'est 70 hectos, sans apport organique aucun depuis 15 ans, bon, avec deux façons dans l'année, deux passages de tracteur dans l'année hors pulvée, bah, moi je prends. ben, je ne vois pas d'autres questions, donc je vais faire un petit rappel s'il y en a qui Je n'étaient te pas montre les là. vidéos, tu veux que je montre les vidéos en même temps? Ah ouais, Juste pour si se tu as rendre les compte? vidéos, ouais, le temps que tu cherches les vidéos, moi je Ah, vais faire un... bah, laisse-moi c'est le temps de les charger, donc Ouais, ok. c'est le temps jusqu'à ce... Mais tu peux causer. Alors, Moi, c'est par contre, je vais couper le son. Alors, la vidéo pour la bande passante, quoi, en gros. alors, ouais, attends, bah, on va voir. Oui, oui, je vais couper ma vidéo aussi. C'est où? C'est là. Je suis où? Je coupe ma vidéo. Et là, comment je fais pour repartager? Partager. Alors, je vous montre les vidéos. Là, la première vidéo que je vous montre, c'est la. ce- Alors, vous voyez, c'est l'idée, c'est la dent de fissuration. Mais quand je parle de là, c'est pour vous montrer le principe de pulvérisation. C'est bien, je viens pulvériser. Donc, vous voyez,
où est la dent dans le sol et je viens pulvériser dedans. C'est bête comme chou, hein, vous pouvez le faire vous-même. C'est juste une adaptation d'outils existants. L'autre vidéo que je peux vous montrer, je vais vous la montrer où? Je vais vous la montrer. Est-ce que celle-là, elle est bien? Désolé, là, c'est le temps que ça charge. Euh, donc là, je vous montre ce qui se passe, chez le gars dont je vous parlais. Euh, donc ce qui m'intéresse de vous le montrer, c'est de voir bah, le tracteur qu'il y a, comment se présente l'outil et surtout bah, comment il rentre et l'état sur le sol que ça crée. Donc elle est là. Et puis après, vu que c'est un peu loin à vous les montrer quand même, je pense qu'après je vous en montrerai plus d'autres. Donc c'est cette idée, hein, vous voyez, le tracteur, l'outil à l'arrière du tracteur qui est juste monté en dedans, avec la cuve donc, et les systèmes de pulvérisation que je vous ai montrés. Je ne sais pas si vous avez le son en même temps, mais on peut le couper. Hop. Alors, il va se lancer, il va finir par y aller. Le disque ouvreur qui tranche l'outil. Donc on a vraiment cette idée de on soulève le sol en profondeur, mais vous voyez, il y a de l'air, hein, pourtant, ça bourre pas, il n'y a pas trop de soucis. Si je vous montrais des profils, bah, on voit ça a vraiment fracturé, fissuré sur quasiment 25 cm de chaque côté de la dent. Mais l'impact derrière le passage, il n'est pas retourné complet. Là, il y a un petit problème sur le refermage derrière. C'est pas idéal. Vous voyez, on a ameubli, on a remis de l'air sans tout casser. Et c'est pour ça que j'aime bien vous la montrer, parce que pour moi, c'est un bon résumé de ce que pourrait être une approche agroécologique. On n'est pas dans même si on parle de grandeur nature, euh, c'est de se rapprocher au maximum des processus naturels. Par contre, on reste sur des schémas agricoles, donc des schémas où on s'oblige à intervenir bah, parce que c'est pas, la vigne, elle n'a pas décidé de pousser là où vous l'avez mise. Donc, faut au moins l'accompagner un peu. C'est pas faux. Bonjour de Geoffrey Étienne de Salut l'accueil. Geoffrey. Ça marche. Bah, écoute, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Donc, voilà, ça fait partie. J'ai abordé sur la formation viticulture grandeur nature avec des journées techniques justement chez Robin avec le matos et Codine. Enfin, voilà, du présentiel pour ceux qui peuvent et voir un petit peu concrètement ce que ça donne. Voilà. Si jamais vous avez des questions, que ce soit sur la présentation de Robin ou sur la formation, vous pouvez m'envoyer un mail, un SMS, puis, voilà, moi, je transmets, on reviendra vers vous. Voilà. Et puis, ben, Robin, je te remercie beaucoup pour ton temps, cette belle présentation. C'était très clair et ça donnait pas mal de pistes encore. Voilà. Bonne vinification à tout le monde. Fin de vendange pour ceux et celles qui sont encore, mais je pense qu'on touche la fin. Voilà, et je vous souhaite une très Ouais, bonne bonne continuation à soirée. tous. Au plaisir de vous croiser sur un salon ou ailleurs, et puis au plaisir.